Les humains ont exploré de nouveaux territoires à la recherche de découvertes, allant des anciennes reliques perdues dans le temps jusqu'à des trouvailles de diamants. Voici 15 des découvertes les plus incroyables faites au milieu de nulle part. Numéro 15. Des épées vieilles de 1900 ans. Dans une grotte près de la mer Morte, située dans une région d'une grande importance historique, une découverte archéologique majeure a eu lieu. 4 épées datant d'environ 1900 ans ont été découvertes, ce qui est vraiment étonnant. Ces épées sont dans un état remarquable, malgré leur ancienneté. Leur découverte nous offre un aperçu précieux de l'histoire et de la culture de l'Antiquité. Il est fascinant d'imaginer les secrets qu'elles pourraient révéler sur leurs anciens propriétaires. L'état quasi intact de l'épée, compte tenu de son âge, est tout simplement stupéfiant. Cette conservation remarquable est en grande partie due au climat sec et stable de la région, qui a agi comme un gardien, protégeant ces anciennes reliques et nous offrant un précieux aperçu de l'histoire. Ces épées proviennent d'une époque troublée, marquée par les révoltes juives contre le puissant empire romain. Leur présence dans une grotte isolée suscite la curiosité et suggère plusieurs hypothèses. Aurait-elle pu être cachée par des rebelles cherchant refuge? Faisait-elle partie d'une cache destinée à une future bataille? Les réponses à ces mystères reposent dans les profondeurs de l'histoire, en attente d'être révélées. Grâce à la recherche et à l'exploration, la signification de ces épées dépasse leur simple existence. Elles offrent des indices fascinants sur une époque révolue, fournissant un lien tangible avec les luttes et les conflits des civilisations anciennes. Leur découverte attise la curiosité, invitant historiens et archéologues à percer les secrets qu'elles renferment, éclairant potentiellement des histoires jamais racontées de courage, de lutte et de survie au cœur des chapitres tumultueux de l'histoire. Avant de poursuivre cette vidéo, appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 14. La disparition du centenaire survivant du Sahara. Imaginez-vous au milieu de l'immense étendue du Sahara, un paysage qui s'étend à perte de vue, avec une chaleur accablante qui enveloppe chaque centimètre. Après avoir traversé pendant des heures des étendues de sable apparemment infinies, tu tombes sur un arbre solitaire qui résiste au cœur du désert. Il s'agit de l'arbre du Ténéré, une acacia isolée qui a survécu aux rudes conditions du désert pendant plus de 3 siècles. Son histoire est captivante. On pense qu'il est resté debout pendant des centaines d'années et que ses racines s'enfonçaient à près de 30 mètres sous terre pour atteindre des réserves d'eau cachée. Cette adaptation extraordinaire a été la clé de sa survie dans un environnement aussi impitoyable. Malheureusement, aussi magique et fascinante que fut la rencontre avec cet arbre, il n'inonde plus le désert aujourd'hui. Autrefois, cet endroit était très vénéré et était devenu une destination très prisée dans le Sahara. Beaucoup de personnes venaient le visiter et profiter de ses charmes. Cependant, en 1973, malheureusement, un incident inattendu s'est produit, entraînant la disparition de ce lieu si particulier. À partir de ce moment-là, sa popularité a décliné et il n'a plus été aussi fréquenté qu'auparavant. Une tragique erreur s'est produite lorsqu'un chauffeur de camion a accidentellement heurté et renversé cet arbre solitaire. Il est difficile de comprendre comment, dans une étendue aussi vaste et vide, cet arbre isolé a pu subir un tel sort. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Les restes de l'arbre ont été transférés au Musée national du Niger, à Niamey. Il est indéniable qu'il est déchirant qu'un être vivant âgé de plusieurs centaines d'années ait trouvé sa fin à cause de l'erreur d'un homme ivre. Numéro 13. Les bateaux fantômes nord-coréens. Vivre sur les côtes japonaises implique souvent de croiser des embarcations à la dérive, ce qui est assez courant. Cependant, il existe un type bien particulier qui fait immédiatement sonner l'alarme, les bateaux fantômes venus de Corée du Nord. Bien que la Corée du Nord soit reconnue comme une nation puissante, ces embarcations retrouvées sans aucun membre d'équipage vivant suscitent à la fois curiosité et inquiétude chez ceux qui les croisent par hasard. Ces étranges bateaux, souvent découverts transportant des effets personnels, du matériel de pêche ou, ce qui est encore plus troublant, les dépouilles de pêcheurs nord-coréens, alimentent la spéculation et l'inquiétude. Beaucoup pensent que ces bateaux appartiennent à des pêcheurs poussés à l'extrême par les exigences du régime, qui réclament des prises plus importantes en pleine pénurie alimentaire. Pour répondre à ces exigences, ces pêcheurs s'aventurent de plus en plus loin en mer,
prenant des risques à bord d'embarcations mal adaptées à la navigation. Tragiquement, la combinaison d'une mer agitée, de bateaux inadaptés et d'un manque de formation conduit souvent à la catastrophe. Lorsqu'ils sont confrontés à des courants et des vents défavorables, ces embarcations dérivent sans contrôle et finissent par errer sur la mer du Japon. L'immensité de l'océan et la dangerosité du voyage font que tous ne survivent pas, ce qui conduit à de macabres découvertes le long des côtes japonaises. La situation difficile de ces pêcheurs met en lumière le désespoir et les risques qu'ils prennent pour répondre aux exigences de leur pays. Numéro 12, la sœur discrète de la célèbre zone 51. Vous connaissez la zone 51? Elle est largement reconnue comme l'un des sites secrets les plus infâmes des États-Unis, à l'origine de nombreuses théories du complot, vedette de films de science-fiction et même source d'inspiration pour un célèbre événement Facebook visant à prendre d'assaut la zone. Pourtant, il existe une autre installation discrète et intrigante, hors des radars, qui attire moins l'attention mais qui est tout aussi fascinante, la zone 6. Située à Yucca Flat, au sein du site de sécurité nationale du Nevada, la zone 6 paraît discrète vue du ciel. Contrairement aux voiles énigmatiques qui entourent la zone 51, la zone 6 ne semble pas bénéficier du même niveau de secret. Alors que la zone 51 est principalement gérée par l'US Air Force. La zone 6 est placée sous la supervision du département de l'énergie. Les documents officiels indiquent que la fonction principale de la zone 6 est de soutenir le développement et les tests d'équipement pour les États-Unis. Département des opérations de sécurité intérieure. Cela implique le test de capteurs sur des drones et de technologies capables de détecter des matériaux radioactifs qui pourraient être utilisés dans des menaces potentielles, comme des bombes sales ou d'autres applications malveillantes. La présence d'une piste de 5000 mètres est dédiée aux essais et à l'exploitation de drones, permettant à ces véhicules aériens non habités d'effectuer diverses manœuvres et scénarios. Bien que la finalité principale de la zone 6 soit connue, à l'instar de la zone 51, elle reste relativement obscure et passe inaperçue. On peut s'attendre à ce que cette installation évite à l'avenir toute incursion inattendue d'enthousiastes, poussée par les réseaux sociaux. Numéro 11, l'héritage du tapis Keurig vieux de 2500 ans. Dans le domaine des reliques anciennes, notre esprit évoque généralement des images de céramique, d'outils ou de bijoux. Cependant, dans les années 1940, des chercheurs sont tombés sur une merveille inattendue, le tapis Keurig. Cette découverte exquise, considérée comme la plus ancienne du monde, a été déterrée dans les montagnes de Sibérie, nichée parmi les tongs gelés de la vallée de Pazyryk. Ce tapis, datant du VE siècle avant Jésus-Christ et âgé de plus de 2500 ans, doit son extraordinaire conservation à la glace de sa sépulture. Avec d'autres artefacts, elle a remarquablement bien traversé le temps, conservant son charme éclatant au fil des millénaires. Mesurant environ 2 mètres sur 2,50 mètres, le tapis de Pazyryk éblouit par sa gamme de couleurs vibrantes et ses motifs complexes, témoignant des techniques textiles avancées de ses anciens créateurs. Ce qui rend ce tapis véritablement exceptionnel, ce n'est pas seulement son ancienneté, mais aussi son artisanat. Ses motifs élaborés présentent des formes géométriques, des cavaliers à cheval et des scènes d'animaux en combat. Ces représentations offrent un aperçu fascinant de la culture, des croyances et de la vie quotidienne du mystérieux peuple Pazyryk. De plus, il est important de souligner que ce tapis a résisté à l'épreuve du temps, ce qui en fait une précieuse relique historique. Les couleurs vives et les motifs complexes témoignent de l'habileté et du dévouement des anciens artisans qui l'ont créé. Sa taille généreuse permet d'apprécier en détail chacun des éléments représentés, nous transportant vers un passé lointain et mystérieux. En définitive, le tapis Keurig est un trésor culturel qui nous relie à l'histoire et à la créativité de ses anciens propriétaires. Numéro 10, l'énigmatique cimetière de train de Bolivie. Au cœur du désert bolivien, près d'Uyuni, se trouve un lieu inattendu, un cimetière de train. Au milieu de cette étendue aride, on trouve les reliques érodées de locomotives et de wagons datant du début du XIXe siècle. Le mystère demeure. Pourquoi ici, au cœur de ce paysage stérile, Migny fut-elle autrefois un centre ferroviaire vibrant, un lien crucial entre les mines de Bolivie et les ports du Pacifique? Pendant le boom minier des années 20 et 30, les trains miniers étaient essentiels pour transporter des minéraux précieux.
Leur fonction principale était d'acheminer les minéraux des mines vers les centres de traitement et de distribution. Avec le temps, leur importance a diminué en raison de l'épuisement des mines et de l'apparition de moyens de transport plus économiques. Plusieurs anciens trains ont joué un rôle fondamental dans le développement économique régional, en transportant des minéraux et des marchandises, stimulant l'industrie et générant de l'emploi. Bien que leur importance ait diminué aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître la valeur historique de ces trains comme un symbole tangible du progrès et de la prospérité qu'a connue la région autrefois. Exposées aux vents implacables du désert et au soleil, ces locomotives se sont transformées. La brise chargée de sel et les rayons incessants du désert ont corrodé le métal, donnant au train une apparence squelettique et inquiétante. Aujourd'hui, ce cimetière étrange de trains attire des photographes et des voyageurs occasionnels fascinés par le tourisme noir, séduits par la beauté de la décadence au cœur de l'immense étendue désertique, où l'histoire se rouille en un témoignage émouvant d'une époque révolue du transport et de l'industrie. Numéro 9. Un diamant dans la poussière du désert. Kolmanskop est une ville fantôme nichée près de la modeste commune de Lidritz. Au début du XXe siècle, personne n'aurait pu prévoir la désolation qui attendait cet endroit. Il était une fois un centre prospère débordant de richesses, les diamants cachés. En 1908, une découverte majeure a eu lieu, provoquant une grande agitation dans la localité de Kolmanskop. Il s'agit d'une pierre précieuse de grande valeur, qui a suscité un immense intérêt et attiré des foules de personnes en quête de fortune et de richesse. À son apogée, cette ville a prospéré et affiché des luxes extraordinaires pour l'époque, avec un hôpital, une salle de bal, une centrale électrique et même la première installation de rayons X de l'hémisphère sud. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les villes qui dépendent de ressources limitées, son destin était lié au diamant. Dans les années 1930, les gisements de diamants se sont raréfiés et d'autres, plus riches, ont été découverts plus au sud. Le rythme de la ville a ralenti et sa population a diminué. Dans les années 1950, Kolmanskop était abandonné, livré à l'étreinte du désert. Aujourd'hui, les sables portés par le vent envahissent l'intérieur des maisons autrefois opulentes, engloutissant leur grandeur. Malgré ce triste tableau, la ville attire encore des visiteurs curieux qui s'aventurent à parcourir ses rues désolées et à capturer en photo les éclats de la grandeur fanée qu'elle a jadis connue. Le temps passé, finalement, Kolmanskop, autrefois pleine de vie, succombera à l'implacable marche du temps, enseveli sous les sables mouvants, un souvenir fugace conservé seulement dans des images et des récits. Numéro 8. Percer le mystère de la cabine téléphonique d'Imojave. Il n'est pas courant de tomber sur une cabine téléphonique au milieu de nulle part, n'est-ce pas? Qui l'utilise? Et pourquoi a-t-elle été installée dans un endroit qui ne reçoit guère plus d'une centaine de visiteurs par an? Cette curiosité a fait de la cabine téléphonique d'Imojave, comme on l'a appelé, une anomalie fascinante dans le désert. Mais qu'était-ce exactement? Alerte spoiler. Elle a été installée à l'origine dans les années 1960 pour répondre aux besoins des mineurs locaux de cendres volcaniques et d'autres habitants de cette région isolée. Pour la plupart des gens, l'existence de cette cabine est restée inconnue jusqu'aux années 1990, lorsqu'un homme nommé Godfrey Daniels a trouvé son numéro dans un annuaire téléphonique et a décidé de s'y rendre. Il a partagé son expérience sur Internet, ce qui a suscité un vif intérêt. L'emplacement isolé de la cabine, combiné à sa découverte à l'ère d'Internet, a suscité de nombreuses spéculations et éveillé la curiosité. Les gens se demandaient s'il s'agissait d'une ligne de communication clandestine du gouvernement, des vestiges d'un décor de cinéma ou d'une installation artistique. Cependant, la vérité pourrait ne pas être aussi palpitante qu'on pourrait l'imaginer. La cabine avait une origine plutôt banale, puisqu'elle servait d'outil de communication vital dans une zone dépourvue d'autres moyens. Cependant, sa redécouverte a donné naissance à une sorte de culte. Des aventuriers faisaient le pèlerinage jusqu'à elle pour répondre à ses sonneries sporadiques ou simplement passer un appel depuis l'une des cabines téléphoniques les plus isolées de la planète. Malheureusement, la nouvelle popularité de la cabine a provoqué sa chute. L'inquiétude concernant l'impact environnemental dû à l'augmentation du trafic dans la zone a conduit à son retrait en 2000 par le service des parcs nationaux. Numéro 7. Sanctuaire néolithique. Dans l'étendue reculée et escarpée du désert oriental de Jordanie,
les archéologues sont tombés sur un site néolithique qui offre un aperçu fascinant des pratiques spirituelles. Il date d'environ 7000 ans. Cette découverte est cruciale car elle offre un aperçu de la vie spirituelle et communautaire des sociétés en transition, passant de chasseurs-cueilleurs à des communautés agricoles sédentaires. Au centre de cette découverte se trouve un sanctuaire composé de pierres dressées imposantes, dont certaines sont gravées de représentations complexes d'êtres humains et d'animaux. La présence de ces pierres dans un paysage aussi aride intrigue et déroute. Qui les a érigées et quelle en était la signification? Bien que la finalité exacte du sanctuaire fasse encore l'objet de recherches, les premières hypothèses suggèrent qu'il aurait pu servir de lieu de rassemblement communautaire, possiblement pour des cérémonies religieuses ou des observations astronomiques. La disposition méticuleuse des pierres et les gravures détaillées indiquent une société qui ne se concentrait pas uniquement sur la survie, mais aussi sur des activités dépassant le simple besoin de subsistance. Le charme énigmatique de ce site réside dans le fait de percer les mystères d'une civilisation dont l'héritage a perduré. À travers ces pierres érodées, il offre une fenêtre sur les croyances fondamentales et les pratiques culturelles d'anciennes communautés qui s'efforçaient de comprendre leur place dans le cosmos, laissant derrière elles d'énigmatiques marqueurs qui nous invitent à déchiffrer leurs histoires du passé lointain. Numéro 6, le royaume d'outre-mer de Roi Bat. Silan, niché au cœur de la vaste mer du Nord, se dresse comme une anomalie singulière au milieu de l'alignement prévisible des plateformes pétrolières et du trafic maritime. Son origine remonte aux années 1960, lorsque Roi Bat, un ancien major de l'armée britannique, prit le contrôle d'une plateforme antiaérienne abandonnée de la Seconde Guerre mondiale appelée Rook Tower. Installée dans les eaux internationales au large des côtes anglaises, sur cette plateforme pétrolière en haute mer, Bat et sa famille y établirent leur domicile et, en 1975, la déclarèrent principauté souveraine de Silan, Bat se couronnant lui-même prince. Au début, Bat rencontra peu d'opposition à sa revendication audacieuse. Cependant, l'autonomie de Silan n'a pas été un long fleuve tranquille. L'histoire de Silan a été jalonnée de litiges juridiques, de tentatives de prise de pouvoir et même d'affrontements avec la marine britannique. Malgré ces défis, la famille Bat a su naviguer habilement dans les zones grises du droit. Elle est même allée jusqu'à émettre des passeports et des timbres de Silan, et a même frappé sa propre monnaie. Cependant, malgré tous ces efforts, Silan ne bénéficie d'aucune reconnaissance officielle de la part d'un État souverain établi ou d'un organisme international. Réfléchir à la décision de Bat de proclamer Silan comme nation suscite des avis partagés. Certains y voient une aventure audacieuse, une quête fantasque de souveraineté dans un environnement peu conventionnel. D'autres considèrent cela comme un geste téméraire, peut-être impulsif. Qu'il s'agisse d'un coup de génie ou d'une simple lubie, Silan continue d'intriguer et de défier les notions traditionnelles de nation. Numéro 5, la ville d'Edal. Pour beaucoup, l'idée d'un lieu totalement détaché de la société dans son ensemble, sans les complexités d'un gouvernement traditionnel, peut évoquer des récits dystopiques. Pourtant, caché dans le désert californien, près de la mer de Salton, se trouve Slab City, une enclave souvent présentée comme le dernier bastion de la liberté aux États-Unis. Pour ceux qui la découvrent pour la première fois, Slab City est un lieu inattendu, une vaste étendue parsemée de caravanes, de camping-cars, d'installations artistiques et d'habitations de fortune reposant sur une base de dalles en béton. Ici, il n'y a pas de services de base comme l'électricité, l'assainissement ou l'eau courante. Les habitants dépendent de panneaux solaires, de générateurs et de leur ingéniosité pour subvenir à leurs besoins. La jeunesse de cet établissement peu conventionnel remonte au terrain de Camp Dunlap, une base d'entraînement du corps des marines pendant la Seconde Guerre mondiale, établie dans les années 1940. Après son démantèlement au milieu des années 1950, il ne resta que les dalles de béton qui soutenaient les bâtiments de la base. Ces dalles allaient plus tard donner leur nom à Slab City. Après l'abandon de la base, les retraités, connus sous le nom de Snowbeer, ont commencé à utiliser la zone comme campement d'hiver gratuit. Avec le temps, sa réputation d'espace libéré s'est accrue et a attiré un éventail plus large de visiteurs. Dans les années 1980 et 1990, ce refuge peu conventionnel était devenu le paradis à l'esprit libre que l'on connaît aujourd'hui. Numéro 4, l'étonnante histoire des géoglyphes du Moyen-Orient.
dispersés à travers les vastes étendues arides du Proche-Orient, notamment en Jordanie, en Syrie et en Arabie Saoudite, d'étranges formations circulaires parsèment ces paysages désolés. Ces géoglyphes énigmatiques, souvent appelés comètes du désert ou simplement grands cercles, constituent un véritable casse-tête pour les archéologues et les historiens. Élaborés à partir de pierres locales et affichant des diamètres impressionnants dépassant les 4000 mètres, ces anciens dessins se trouvent dans des zones reculées, apparemment sans but, au milieu d'un terrain stérile. Ce qui fascine les esprits curieux, c'est que ces formes ne sont visibles que depuis les airs, ce qui soulève des questions troublantes quant à leur but d'origine. Leur âge, leur fonction et leur origine font l'objet de débats et de spéculations constants. Certains se demandent si ces cercles colossaux avaient une signification rituelle ou céleste, tandis que d'autres avancent des fonctions pratiques, comme servir d'enclos pour les animaux ou de dispositifs liés à des activités agricoles ou pastorales. Certains vont même jusqu'à spéculer que ces formations pourraient être liées à des sépultures ou servir de marqueurs de frontières territoriales. Le mystère s'épaissit à mesure que les théories se multiplient, chacune suggérant un but ou une signification différente. Cependant, en l'absence de réponse définitive, ces comètes du désert continuent de déconcerter, échappant à toute explication claire et suscitant une fascination sans fin, car elles persistent comme des vestiges énigmatiques d'anciennes cultures perdues dans le temps, et le mystère qui entoure leur existence demeure une énigme irrésolue qui défie les profondeurs de la compréhension historique. Numéro 3. Un bateau retrouvé dans une ferme. Au cœur des paysages paisibles et magnifiques du sud de la Norvège, près de la charmante ville de Halden, des archéologues ont fait une découverte étonnante qui a fait battre leur cœur plus vite. Grâce à l'oreille aiguisée et à un radar spécial capable de voir sous terre, ils ont découvert quelque chose de vraiment extraordinaire enfoui dans le sol. Une immense structure de 17 mètres de long, conçue pour ressembler à un impressionnant navire. Au fur et à mesure qu'ils approfondissaient cette découverte incroyable, une vérité surprenante se révélait. Ce magnifique navire, à la fois majestueux et intemporel, était resté plus de 1000 ans sous la terre fertile d'un agriculteur norvégien. Ce n'était pas un bateau ordinaire. C'était une relique d'une époque très lointaine, lorsque les aventuriers vikings naviguaient sur ces terres. L'Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel, une institution dédiée à la révélation des secrets et mystères du passé, a partagé ses découvertes fascinantes avec le grand public. Grâce à ses recherches minutieuses, il a été révélé que ce bateau en particulier abrite les restes d'un guerrier viking d'une grande richesse et puissance, ce qui est tout à fait surprenant. Mais c'est ici que le mystère s'épaissit. On ne sait toujours pas si les restes d'un ancien marin ou quelque artefact l'accompagnent dans ce voyage éternel. Un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre désormais. Les scientifiques sont prêts, munis de pelles et de pinceaux, déterminés à troubler le repos du navire alors qu'ils entament l'incroyable aventure de la fouille. Cet effort porte la promesse de révéler les aspects cachés des rituels funéraires vikings, jetant ainsi la lumière sur des traditions et des coutumes jusqu'alors inconnues. Numéro 2. Le mystère du Merriman. En survolant les vastes terres d'Australie, on peut apercevoir une figure colossale gravée dans le sol, une image qui, au premier abord, peut évoquer d'anciens géoglyphes, un peu comme les lignes de Nazca ou Perrault. Cependant, ce que vous verrez, c'est l'impressionnant Onde de Marie, situé près de Marie, dans le sud de l'Australie. Ce géoglyphe moderne s'élève à une hauteur impressionnante d'1,8 km. Au-delà de sa taille imposante, l'homme de Marie est connu pour son design méticuleux et sa représentation complexe de la figure humaine. Chaque détail a été soigneusement élaboré, des contours de son corps jusqu'aux expressions faciales réalistes. Ce géoglyphe est un véritable chef-d'œuvre de l'Antiquité, qui a émerveillé archéologues et visiteurs par sa beauté et sa signification historique. Ne manquez pas l'occasion de contempler cette création artistique incroyable et de vous plonger dans l'histoire fascinante que recèle l'homme de Marie. Avec un périmètre de 17 km, il représente un homme autochtone australien tenant un boomerang, dont les détails complexes sont visibles même depuis l'espace. La révélation de l'homme de Marie est survenue grâce à Trek Smith, un pilote qui volait entre Marie et Cooper Pedy le 26 juin 1998. Depuis sa découverte, son origine fait l'objet de nombreuses spéculations. Bien qu'il ressemble à d'anciens géoglyphes, beaucoup attribuent sa création à Marius Goldberg, un artiste du territoire du Nord qui vivait à Alice Springs.
Cependant, avant son décès en 2002, Goldberg n'a ni confirmé ni nié être l'auteur intellectuel de l'homme de Marie. Numéro 1. Chronique cryptique dans le vaste désert de Mojave. Niché le long de la route historique du Mojave se dresse le monument du voyageur, témoignage d'une tradition unique mêlée à la modernité. À première vue, cela ressemble à un simple tas de pierres. Cependant, c'est le rituel qui l'entoure qui lui confère tout son charme. Il s'agit de trouver le monument en parcourant la route du Mojave et d'ajouter une pierre au tas. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais cet acte de contribution collective a transformé le monument au fil du temps, symbolisant l'odyssée commune d'innombrables voyageurs à travers ce paysage accidenté. D'ailleurs, sur cette plaque énigmatique, on encourage ceux qui s'aventurent et ajoutent leur pierre à lire le message qui y est inscrit. Mais il existe un pacte tacite entre les voyageurs pour préserver son message, ne le partageant qu'avec leurs compagnons de route. Le monde en ligne préserve intact ce mystère. Faute de réponse définitive sur son contenu, on peut tomber sur des affirmations selon lesquelles il n'existe aucune règle concernant les photos sur Internet visant à protéger ce message insaisissable. Malgré le secret qui l'entoure, beaucoup affirment que la randonnée jusqu'à ce monument en vaut la peine. Mais partiriez-vous en voyage uniquement pour découvrir le message caché? C'est une question qui renforce l'attrait de ce jalon routier énigmatique, invitant les aventuriers à réfléchir à l'intrigue et au mystère du Mojave. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.